Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie évidemment à la technique Virginie qui assure la réalisation de cette émission. Merci encore, Virginie. Cette émission, elle a été, chers auditeurs, préalablement enregistrée. Donc, je ne vous dirai pas d'appeler le standard. Ça n'aura que peu d'effet. En tout cas, immédiatement, je ne pourrai pas poser les questions en direct à mon invité du jour. Par contre, vous pouvez bien évidemment envoyer par courriel électronique vos questions et je ne manquerai pas évidemment de bien faire retentir ces questions sur mon invité que je vais vous présenter tout de suite. Comme ça, on va gagner du temps et on va vous dire tout de suite aussi le livre dont nous allons parler dans ce libre journal. Eh bien, il s'agit de mon ami Claude Janvier pour son ouvrage, son tome 2 de l'État profond français. Bonjour Claude et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. Bonjour Nicolas, eh bien merci pour l'invitation et merci à toute l'équipe évidemment de Radio Courtoisie et de Géopolitique Profonde bien évidemment. Alors Claude, je rappelle quand même nombre de vos ouvrages que l'on peut retrouver je pense sur Amazon les uns les autres, des essais souvent, les démasqués, qui dirige réellement le monde. Ça, c'est un livre que vous avez écrit seul d'ailleurs. Hein, Oui, voilà. oui, pour une fois. C'est vrai que vous avez l'habitude, justement, eh bien, l'État profond français dont on va parler aujourd'hui, qui est le tome numéro 2, vous l'écrivez avec l'excellent François Lagarde. C'est bien ça. Oui, oui, l'homme de l'ombre, Alors, mon l'homme de ami l'ombre, hein, François c'est ça. Lagarde, l'homme de l'ombre. Voilà, c'est vous qui êtes le visage de ces ouvrages sur l'État profond français. Tome 1, tome Voilà, 2. c'est ça, Voilà. c'est ça. C'est Donc ça. Je suis l'homme de l'ombre, et il est l'homme de l'ombre, pardon, et moi je suis l'homme visible. voilà. C'est bien ça, c'est bien ainsi que je vois les choses. Alors, vous en avez d'autres ouvrages aussi. Le virus et le président. Mais alors là, c'est Oui, avec votre compère, l'excellent Jean-Louis Isambert. absolument, Là, oui, vous oui. êtes là, par contre, pour le coup, Isambert, c'est quelqu'un qui s'exprime. Ah, il s'exprime, il s'exprime. Mon ami Jean-Loup, oui, il a quand même fêté, il n'y a pas longtemps, ses 50 ans de journalisme d'investigation quand même, Ah, hein. C'est pas extraordinaire. mal, Non, non, mais c'est pas mal. il est formidable, Jean-Loup, hein. Ouais, c'est sûr. Donc, le virus et le président enquêtent sur l'une des plus grandes, d'une des plus grandes quoi d'ailleurs. Tromperie de l'histoire, une Tromperie de des plus grandes l'histoire. tromperies de Enquête sur l'histoire, l'une des voilà. plus grandes tromperies de l'histoire. Oui, exactement. Oui, Oui. oui, oui. Oui, oui. On l'a sorti cet ouvrage en décembre 2020. Ouais, Voilà, ouais, ouais. voilà, voilà. En plein milieu de la crise sanitaire, entre guillemets. Voilà. Mais c'est un manuscrit que nous avions commencé, lui et moi, en 2019. C'est En ça. réalité, on voulait écrire une grande enquête sur la France, sur l'état de la France. Et c'est vrai que cet ouvrage, alors évidemment, fin 2019, il était prêt et éclate donc tout ce qui s'est passé, début 2020, la crise sanitaire. Et on s'est dit, bon, on va attendre quand même 6 mois de plus pour voir un peu ce qui se passe. Et on a envoyé notre manuscrit donc à notre éditeur en juillet 2020 pour une parution en décembre 2020. Voilà, mais ce livre n'a pas pris une ride, hein, il est toujours d'actualité. Tout ce que nous avons écrit est vérifiable, sourcé, documenté, comme à l'accoutumée d'ailleurs, hein. J'ai pas pour habitude, et mes amis co-auteurs sont exactement comme moi, on n'a pas pour habitude d'écrire des choses sans les avoir dûment vérifiées, sourcées et documentées. C'est ça, exactement. Ça fait partie de ce travail d'investigation qui est le vôtre. D'ailleurs, vous avez écrit aussi un Covid-19, le bilan en 40 questions. Toujours avec Isambert. Voilà, voilà, en mai 2022, C'est ça. si ma mémoire est C'est ça. bonne. Je vous confirme. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le bilan, ouais, on voulait faire un bilan donc de la crise sanitaire, le bilan en 40 questions. Pour répondre un peu aux questions que beaucoup de gens pouvaient se poser légitimement sur la gestion de cette crise sanitaire et les tenants et les aboutissants. Mm. C'est-à-dire faire la part de l'info et faire la part de l'intox.
L'un de vos derniers livres, L'abandon français, toujours avec Jean-Louis Zambert, c'était en 2025, début 2025. Oui, On voit c'est ça. une France qui Aussi. sombre. La France qui sombre, exactement. Mm. La France qui sombre malheureusement doucement, mais sûrement. Enfin, doucement, et encore que je me pose la question sur doucement, dont je trouve qu'il y a une accélération très rapide. Et ça, Vertigineuse, c'est oui. vertigineuse. Voilà, c'est le mot exact. Mm. Donc c'est vrai que là, c'est un manuscrit que nous avions commencé à écrire 3 ans auparavant. Oui. Et voilà. Et puis on l'avait mis un peu en sommeil avec mon ami Jean-Loup. Et puis à un moment donné, on s'est dit, bon, allez, c'est le moment, là, il faut le sortir. On l'a évidemment réactualisé et nous l'avons sorti début de cette année. Donc l'abandon français, quelque chose est pourri dans mon royaume de France. Quelque chose est pourri dans mon royaume de France. Je crois que vous avez particulièrement écrit en 2025 parce que l'effondrement s'accélère et vous accélérez aussi les livres. Hein. Je crois que parce que vous avez Oui, écrit un petit opuscule aussi dont le nom m'échappe oui. là. Rappelez-nous Ah, que l'on consulte Nicolas, que l'on consulte en particulier sur Internet. ça ne va plus, Nicolas. Ouais. Ouais, non, mais je blague. Le nouvel empire européen. Tenez, Ah regardez, là. il est là. Voilà, le nouvel Hmm. empire européen. Un petit opuscule écrit rapidement Ouais. parce que je voulais répondre au manuel de survie que vous voulez nous envoyer que voulait envoyer donc Emmanuel Macron à chaque Français. Finalement, il l'a pas fait. Alors, je ne sais pas si la sortie de mon manuel a joué pour quelque chose ou si c'est toujours en gestation du côté du palais présidentiel. Mais en tout cas, oui, j'ai sorti ce petit opuscule très vite. Et d'ailleurs, sur la 4e de couve, j'avais marqué mieux qu'un manuel de survie envoyé par Emmanuel Macron à tous les foyers de France. Ce livret est un condensé de ce qu'il vous faut savoir à propos de l'Union européenne afin de pouvoir dénoncer ce qui mérite de l'être. Voilà, c'est un petit condensé qui n'a pas pris une ride d'ailleurs. Évidemment qu'il mériterait d'être maintenant actualisé parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis que je l'ai sorti. Mais bon, ainsi va l'actualité. Il se passe malheureusement Ça va à une vitesse beaucoup de choses. phénoménale. Vous voyez, par exemple, cette Ouais, émission ouais. que nous enregistrons aujourd'hui, elle va passer dans 2 semaines. Je le sais Ben, déjà. voilà. Hein, dans 2 semaines exactement, elle va passer. Donc, en espérant justement qu'en 2 semaines, il ne se soit pas passé quelques événements fondamentaux, extraordinaires. Mais je ne pense pas, au Bon, regard on- de ce que vous écrivez, que ceci pourrait venir en contradiction avec, entre autres, Non, je pense pas. avec la France qui sombre, dans tous les cas. Ouais. Je remarque que vous écrivez depuis de nombreuses années. En 2014, vous écriviez un coup de gueule vaut mieux que faire la gueule. Ah ah, vous voyez, je ne me rappelais Ouais. pas d'un de vos Ah, derniers ouvrages, mais je suis capable de vous en rappeler d'anciens. c'est bien, Nicolas, c'est bien. Non, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que rien ne me destinait en réalité à écrire des livres. Moi, j'étais plutôt parti sur écrire des billets d'humeur, donc j'allais Ouais. fouiner, chercher, déterrer, et j'envoyais mes billets d'humeur aux médias libres indépendants. Bon, c'est vrai qu'en 2014, j'ai fait un condensé de mes premiers billets d'humeur jusqu'à la date de parution de cette compilation. Et effectivement, je l'ai intitulé Un coup de gueule vaut mieux que faire la gueule. Oui, ça j'aimais bien le titre. Ça illustre très bien le fond de ma pensée. Voilà, il vaut mieux extérioriser ses sentiments et ses coups de gueule que de les intérioriser. C'est ça. D'abord, si on intériorise tout, ben, après, ça fait faire des grimaces et ça déforme le visage. Alors qu'en fait, quand on exprime, finalement, on reste un peu jeune. Voilà. Ah, comme c'est Donc, vrai. j'espérais. C'est pour ça que j'ai toujours été colérique, moi. J'avais un ami qui me disait ça, qui disait bah, tu ne tomberas jamais malade puisque tu énerves les gens par tes coups de gueule et toi, au moins comme ça, tu exprimes euh, nos frustrations, puisque nous avons toujours, surtout dans le monde d'aujourd'hui, énormément. Moi, je sais qu'en tant que patriote, j'ai des moments de frustration vraiment intenses. Oui, bah oui, 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 oui. C'est normal d'ailleurs. Oui, mais absolument. Alors, État profond français, tome 2. Oui, Mon cher Claude, oui. justement, l'état profond, en tout cas, ce qu'on m'avait appris, on n'appelait pas ça état profond d'ailleurs, mais on appelait ça la continuité de l'état. Et mes maîtres à Sciences Po et ensuite
en philosophie politique nous ont toujours expliqué que l'État profond, il était là justement pour assurer la constance d'une nation, d'un État tel que la France, au-delà, je dirais, des changements politiques, politiciens, des aléas politiques, qu'il fallait cette constance qui était assurée entre autres par la haute fonction publique, par tout cet appareil d'État. Est-ce que c'est ça à l'origine l'État profond? Et pourquoi ce n'est pas ça seulement? Parce que je pense que vous n'auriez pas écrit le livre que vous avez écrit avec tome 1, tome 2, État profond français, s'il n'était que cette machinerie permettant une constance dans la politique d'un État et d'une nation. C'est tout à fait exact ce que vous êtes en train de dire. En réalité, l'État profond, qu'est-ce que c'est qu'un État profond? Et je pense qu'effectivement, vos professeurs à Sciences Po vous ont enseigné quelque chose de très correct. Il existe un État profond dans tous les pays du monde. L'État profond étant effectivement la haute fonction publique et la haute sphère du privé. C'est quand même celles et ceux qui nous dirigent, c'est celles et ceux qui assurent la continuité de l'appareil d'un État. D'ailleurs, c'est si vrai que la Belgique, à un moment donné, n'avait plus de gouvernement pendant 1 an et demi, si ma mémoire est bonne. Et la Belgique a continué de tourner, et l'État belge a continué de fonctionner. Donc ça, c'est le rôle d'un État profond, c'est-à-dire c'est vraiment les hauts fonctionnaires d'État, la haute fonction publique en premier, la haute sphère du privé derrière. Jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est vrai que les présidents et les ministres passent, C'est ça. Et l'État profond perdure. C'est ça. Puisque les hauts fonctionnaires d'État sont quand même des gens indéboulonnables, ils font en général carrière et ils peuvent passer par différents postes, mais ils sont là pour assurer que l'État continue de fonctionner. Et là où le politique est là pour quelques années, eux sont là pour quelques dizaines d'années, donc ça change beaucoup de choses. Voilà. Alors le problème, me direz-vous, bien le problème il est quand l'État profond, en réalité l'État profond est censé agir pour le bien commun, et le bien-être donc du peuple, du pays en question. Le problème, c'est que depuis de nombreuses années, de trop nombreuses années, l'État profond français, puisque là nous sommes en France, eh bien, force est de constater que l'État profond ne va pas dans le sens du bien commun, ne va pas dans le sens du bien-être du peuple français, mais malheureusement pense plus à s'enrichir, à préserver leurs droits, et là je parle des hauts fonctionnaires d'État, mais aussi de la haute sphère du privé, et à s'en mettre plein les poches, entre guillemets, plutôt que d'assurer la bonne survie du peuple français. Mmh. Et c'est ça qui mérite d'être dénoncé. Et c'est le problème numéro un à laquelle la France, malheureusement, obéit depuis trop longtemps. En fait, tout s'est accéléré depuis l'avènement de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Jusqu'à Ouais. Jacques Chirac, la France tombait petit à petit. C'était inexorable, surtout depuis l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. En Mais 80, oui. 81, la date fatidique. Mais puisqu'en fait, François Mitterrand, ce qui est intéressant de rappeler quand même, c'est au départ, il a voulu tout nationaliser, ce qui était logique dans la logique socialiste. Mais ensuite, Édouard Balladur, son Premier ministre, s'est empressé de tout privatiser. Donc en fait, le véritable père de la privatisation, d'ailleurs, c'était Édouard Balladur. Ça a commencé avec Édouard Balladur jusqu'à Emmanuel Macron Oui, aujourd'hui. Alors, durant les 2 premières années déjà, de la cohabitation entre 86 et 88. absolument, absolument. C'est vrai que Balladur, on n'y pense pas comme ça, et en réalité, c'est lui le fossoyeur aussi, un des fossoyeurs donc de l'État français sous son air bourbon, gentil, aristocratique. Eh bien, malheureusement, il a été un des fossoyeurs de la France, hein, il faut bien se l'avouer. Alors L'ancien bon, après, directeur de cabinet de Georges Pompidou.
Oui, en plus. Alors Premier effectivement, Georges ministre. Pompidou, c'est toujours intéressant de faire un parallèle aussi entre Georges Pompidou et Emmanuel Macron, parce que tous deux sont passés par la banque C'est Rothschild. ça. Eh oui, c'est quand même assez intéressant. Et la loi 73, dite loi de Rothschild, en réalité, c'est sous Georges Pompidou. Et cette loi stupide, mais pas perdue pour tout le monde, a empêché l'État français d'emprunter à taux quasiment zéro à la Banque de France. Hein, je vais synthétiser, je vais Ouais. faire court. Et depuis l'avènement de cette loi, l'État a emprunté de plus en plus cher à la Banque de France et a commencé à payer donc des intérêts de plus en plus conséquents, ce qui a commencé le déclin lent mais régulier de la France. C'est vrai que, d'ailleurs, ce qui est intéressant à souligner, c'est que seul le général de Gaulle a été le président français non atlantiste. Mm. C'est-à-dire qu'il a été le seul, depuis Georges Pompidou jusqu'à aujourd'hui, tous les présidents, même François Mitterrand qui s'en Ouais, défendait, bien ont sûr. tous été des atlantistes, se sont tous prosternés aux pieds de l'oncle Sam. Il faut Ça, dire De c'est Gaulle quand les même connaissait, les indéniable. Amerlocs. Hein. Bon. Oui, il les À Londres, connaissait. entre autres. Il les avait Il, testés il les pendant la connaissait. Deuxième Guerre Il mondiale. Hein. est absolument. Déjà, il a fait échouer le projet Amgot, hein, Ouais, des États-Unis. Alors, pour rappel, si nos amis internautes et auditeurs ne le savent peut-être pas, l'opération Amgot, c'était très intéressant parce que quand il y a eu la débâcle de l'armée française en 1940, l'armée française et anglaise d'ailleurs, Washington commençait à prendre des contacts avec le maréchal Pétain à Vichy, qui assurait donc le gouvernement de la France. mm. Et les Américains avaient prévu évidemment une fin de guerre et ils avaient proposé donc au maréchal Pétain un espèce de deal, c'est-à-dire voilà, nous allons vous aider à gagner cette guerre et en échange, eh bien en 1900, alors là ils ne savaient pas trop la fin de la guerre, mais quelques années plus tard, eh bien nous allons arriver et nous allons faire de la France un protectorat. Comme dans d'autres pays de l'UE, la vue des Américains, c'était vraiment évidemment de coloniser l'Europe, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, et pour mieux la piller. Donc cette opération Amgot, 1945, fin de guerre, et ils sont arrivés quelques années plus tard avec des valises pleines de fausses monnaies, Mm. c'est-à-dire un espèce de franc-dollar américain. Donc Amgot, c'est un acronyme, hein, c'est Alliance Military Red, etc., etc. Et donc cette espèce de franc-dollar est arrivé par valise entière donc sur notre territoire. Et le général de Gaulle, qui est venu au pouvoir un peu plus tard, a dit aux Américains: vous allez me reprendre votre monnaie de singe. Mm. Il est hors de question que vous fassiez de la France un protectorat. Et il a enfoncé le clou, d'ailleurs, en boutant les Américains hors de France en 1966, quand il a sorti la France de l'OTAN. Il a dit, hop, Du commandement intégré. Il est resté dans l'Alliance voilà. Atlantique, mais voilà. Mais voilà, il nous a sortis du commandement intégré. Chose que Nicolas C'est Sarkozy ça. s'est empressé de nous y remettre quand il a été Ça. élu. Voilà. Et quand je pense d'ailleurs qu'il y a des braves gens qui lui envoient de l'argent là en ce moment à la santé, ça me laisse pantois. Mais bon, Oui, passons, ça, c'est j'ai pas pu sûr. m'empêcher. Je me dis, mais il y a des gens, ils sont pas nets quand même. Hein. Faut quand même le faire quand même. Hein. Je sais pas. Faut pas. Bonnes gens. Faut pas. C'est Il y vrai a, il y a des neurones qui fonctionnent pas entre bien. l'immense fortune de son épouse, Carla Bruni, Ouais. et les Bruni Tedeschi, et, les, et certainement son immense fortune aussi, et je n'en dirai pas plus pour ne pas entrer dans la diffamation. C'est vrai qu'il a vraiment besoin de nos deniers, Nicolas Oui, Sarkozy. oui, ah bah oui, oui, il est pauvre comme job, oui, Mmh, mmh, effectivement. mmh. Oui, oui, oui. Bon, en fait, il a pas besoin apparemment, il n'a pas besoin de lunettes en prison parce qu'il lit bien. Il lit bien, il lit bien. Ah bah celle-là alors il fallait la faire, il fallait oser Ah, il fallait la évidemment. faire. Hein. Claude il paraît qu'il ne mange rien de ce qui vient de la prison. Il a peur pour sa petite santé, c'est le cas de le dire, Il ne puisqu'il est à la et santé. Mais décidément, il est en forme Claude Janvier ce matin. Et il ne mangerait que des yaourts. Il paraît qu'il perd beaucoup de poids d'ailleurs. déjà, il n'était pas gros, alors Non. là, Mmh, 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 mmh. là, il va décoller les papiers, enfin, il n'y en a pas en prison, mais remarquez, mais enfin bon, voilà. On est méchant, hein, se moquer comme ça quand même. Oh,
Vous savez, Nicolas, moi, quelqu'un qui a été quand même, qui a du sang sur les mains, hein, j'ai pas vraiment non plus beaucoup de compassion, hein. Hmm. Il a trahi les Français en nous faisant quand même, avec le traité de Lisbonne, il a quand même fait ravager la Libye à feu et à sang. Ce qui a Il a ouvert fait la porte, assassiner. ce qui a ouvert les portes à l'immigration massive, hein, à la submersion Voilà. Donc, migratoire, hein. bon, Merci Nicolas Sarkozy. on Hmm. va pas, on va pas aller pleurer, hein. Je vais pas aller Il a pleurer, vendu hein. notre or. Il a vendu notre or. Oui, Hein, oui, oui, à oui, vil oui. C'est prix, une honte à bien absolue. vil prix. Hmm. Oui, en plus. Alors, Oui. quand on voit le cours Aux aujourd'hui, Américains, oui, à bien vite pris, oui, à oui, la ça c'est demande quand des même. Américains, justement, de Sarkozy l'américain. Bah, Hmm. tiens donc. Hmm. Ouais. Donc voilà, donc pour revenir peut-être à l'état profond, Alors, voilà le oui. problème. Le problème, c'est ça, c'est que un état profond est censé agir pour le bien du peuple. Et ce n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas depuis trop long, bien trop longtemps. Ouais, 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 absolument. Alors, l'État profond, donc en fait, s'entremêle le privé et le public, c'est ça? Qui finance? Oui, c'est ça. Bah, qui finance? Alors, là, c'est pour ça que dans cet état profond, tome 2, on a voulu, mon ami François Lagarde et moi, donc accentuer un peu notre enquête sur les finances. On l'avait quand même un peu effleuré dans l'état profond, tome 1. Mais là, bien évidemment, qui finance, par exemple, qui a financé l'accession d'Emmanuel Macron au pouvoir? Hmm. Parce qu'il n'est pas, évidemment, il a été propulsé, hein, il n'est pas arrivé là comme ça, comme par enchantement. Et en fait, il a été financé par, la banque Rothschild, donc Rothschild Co, pour être précis. Parce qu'en fait, chez la famille Rothschild, il y a plusieurs branches. Donc Ouais. là, c'est vraiment Rothschild et compagnie. Qui a Et financé Sarkozy? non, qui a financé Emmanuel Macron, pardon. Ah, pardon, Emmanuel Macron. Oui, oui, je préfère. Oui, Qui a oui, très bien. financé. Oui, là, maintenant, on arrive à Emmanuel Macron. Ah oui, Entendu. oui, Oui, voilà, pardon, j'ai peut-être sauté une marche, oui, mais nous, peut-être. on en arrivait à Emmanuel Macron. En fait, Emmanuel Macron a été financé par Rothschild Company et par aussi la famille multimilliardaire américaine qui est Henri Kravis. Bien. C'est moins connu du grand public. La famille Kravis est une famille très fortunée, très influente aux États-Unis. Ils amènent d'ailleurs, la famille Kravis a même fondé sa propre agence de renseignement qui s'appelle KKR, Kravis, etc. Ah oui? Et Emmanuel Macron en 2007 déjà, s'était rendu plusieurs fois aux États-Unis, avait fait la tournée des popotes, on va Oui. dire, pour trouver de l'argent en vue de son accession future à l'Élysée. Parce que tout ça, ça a été évidemment pensé depuis longtemps. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste arrivé comme un claquement de doigts en 2017 et voilà. Il a d'abord été choisi, et il a été lancé, il a été appuyé, y compris par les financiers que je viens de citer, y Mhm. compris aussi par les réseaux, le réseautage français et américain d'ailleurs, entre parenthèses, bien sûr. Alors, Claude Janvier Kravis, c'est quel réseau? Pourquoi financer Macron? Et parce qu'Henri Kravis, en fait, Oui. Qui est-ce, finance. Henri Kravis? Ah bah, la famille Kravis, alors il y a un article très intéressant dans Réseau Voltaire, et d'ailleurs que nous avons cité in extenso Oui. dans notre livre. C'est une famille très très influente qui va soutenir effectivement l'État profond américain, mais pas que, donc la haute finance internationale. Donc, en soumettant un candidat à, à la tête de l'État français, la famille Kravis s'assurait, et pas qu'elle d'ailleurs, la continuité de la suprématie de la haute finance anglo-saxonne sur la France et sur l'Europe d'ailleurs, entre parenthèses. Est-ce qu'il Que fait les autres partie, pays Kravis, d'un n'ont certain pas échappé. réseau, des réseaux néoconservateurs, de grandes entreprises multinationales, Oui, et oui, oui, lesquelles? oui, absolument. Ah, lesquels je les ai plus en tête là. Hmm. Là, tout d'un coup, vous me posez une Ah oui, colle. moi je veux de la précision là. Non, mais parce que ça m'interroge. Pourquoi cet Américain veut financer Macron? Bah, il veut financer Macron parce que, en réalité, c'est ce Est-ce qu'il qu'il y a un faut lien avec les comprendre. Rothschild aussi, puisque vous parlez de Oui, Rothschild bien avant? sûr, il y Hein. a, il y a un lien avec les Rothschild, bien évidemment. Mais ce qui est toujours intéressant de comprendre, c'est que, en fait, cette domination,
des anglo-saxons, c'est une domination pour que le dollar reste la monnaie unique au niveau international. C'est vrai que ça demande un peu d'histoire, c'est-à-dire qu'en Allez-y. 1944, le dollar a été choisi Mmh. par les Américains, bien sûr, mais par tous les autres pays qui n'avaient pas trop le choix, comme la monnaie internationale, Mmh. c'est-à-dire la monnaie qui allait de toute façon régner en maître sur toutes les transactions internationales. Donc, tous les échanges commerciaux se faisaient en dollars et se font toujours en dollars, d'ailleurs aujourd'hui quasiment, à part maintenant quelques modifications avec le yuan et avec les Mmh. BRICS. Mais en réalité, c'est ça. Alors, à cette époque, en 1944, le dollar était adossé à l'or. Il faut le savoir aussi, avec les accords de Bretton Woods. En 76, Richard Nixon a changé la donne puisqu'il a cassé les accords de Bretton Woods, donc le dollar n'a plus été adossé à l'or, mais le dollar a continué à être cette monnaie de référence internationale. Donc en réalité, toutes les devises étrangères, à part le dollar, sont malheureusement soumises à cette influence du dollar. Donc pour en revenir, il faut bien comprendre ce point. Donc, pour en revenir à Kravis et aux Rothschild, ils font la pluie et le beau temps au niveau international. Il ne faut pas oublier que Rothschild, quand même, la famille Rothschild, a contribué à la création de Vanguard, entre autres, Oui. puisqu'il y a 13 familles, dont les Rothschild, évidemment. Kravis, non, n'apparaît pas forcément au niveau de Vanguard. Mais tous ces multimilliardaires, en réalité, n'ont qu'un objectif, c'est de maintenir la position du dollar au niveau de cette monnaie internationale. C'est le rayonnement du dieu, entre guillemets, le mot dieu, dollar. Mmh. Voilà, il faut comprendre ça. Donc après, l'intérêt de placer des hommes tels comme Macron, ou même d'autres d'ailleurs, à d'autres pays qui seront des fidèles serviteurs donc à cette oligarchie financière mondiale apatride, eh ben, l'intérêt, c'est que l'hégémonie du dollar ne sera pas compromise. Mmh. Donc voilà pourquoi, en quelques mots, Travis, comme Rothschild d'ailleurs, avait tout intérêt à choisir quelqu'un qui allait maintenir, mais aussi brader et vendre à l'encan toutes les entreprises françaises, parce qu'il fallait finir d'enfoncer le dernier clou du cercueil qui s'appelle France. Et c'est ce que Macron a fait et c'est ce que Macron est en train de continuer à faire, Mais d'ailleurs. concrètement, choisir Macron, ça veut dire quoi? Est-ce que ce sont des puissances qui ont des intérêts dans les grands médias pour avoir permis justement à la campagne inouïe de promotion d'Emmanuel Macron à l'époque, en 2007? Qu'est-ce que choisir Macron, ça, concrètement, ça signifie quoi sur le plan financier? L'aider financièrement pour la mise en place de sa campagne, mais bon, ça, il y a quand même des lois qui fait que on peut difficilement apparaître comme seuls les gros financeurs. Mais quelles ont été aussi ils ont eu une influence sur les médias, on va pas dire sur la justice, mais au moins sur la puissance médiatique. Ah ben, oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les financiers, que ce soit Rothschild et Krabis, d'une part, ils vont pas financer évidemment Emmanuel Macron en tant que personne, ils vont Mhm. financer sa campagne. Il a été choisi, alors je ne sais pas en réalité pourquoi ils l'ont choisi lui et pas un autre. Certainement, il devait correspondre à certains critères. À certains critères. Bon, c'est quand même quelqu'un Et quel qui a rôle fait joue Attali? Quel rôle joue mais Alain alors ça, c'est les Minc réseaux. Alors on en arrive au réseautage. Alors Ah, voilà, on en arrive au réseautage. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que d'un côté, les financiers, ça c'est une chose. Mais les financiers, par exemple, pour permettre l'accession d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017, ils ont financé une agence qui s'appelle Still Holt, comme. dirigée par un certain Sylvain Faure, Oui. qui est un ami personnel d'Emmanuel Macron. C'est une agence de communication privée. Donc on voit bien la collusion au niveau d'état profond entre le public et le privé, puisque Oui. cette agence de communication, financée par les Rothschild et par Kravis, que ça coûte quand même énormément d'argent, a quand même eu plus de 8000 articles de presse Oui. écrits sur Emmanuel Macron avant son accession au pouvoir en 2017, sans compter les interviews de radio et les interviews de télé.
Donc en fait, Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie et des finances sous François Hollande, est Ouais. passé du stade quasiment inconnu du Oui, grand public. totalement. À l'époque, un ministre, bon, bah, c'est un ministre, hein, je veux dire, ils ne sont pas tous forcément connus du grand public. 8000 articles de presse plus tard, plus le reste, Emmanuel Macron est passé du stade d'inconnu au stade connu, avec un matraquage, puisqu'il ne pouvait pas se passer une journée sans qu'il y ait la une de journaux, de médias. Médias, et ça va répondre à la question que vous me posez, Nicolas, mais médias qui, de toute façon, sont subventionnés par déjà l'État profond français, ça nous le savons, puisque tous les médias propagandistes sont subventionnés par l'État profond français. En plus, avec Le Monde, qui lui est financé par Bill Gates. Bill Mmh. Gates, qui est quand même une fondation Bill et Melinda Gates américaine, qui marche aussi, bien évidemment, avec la haute finance internationale. Donc, ce petit monde-là, en réalité, il y a une interaction entre la finance et le réseautage, et on en arrive à des gens comme Attali, mais pas que. En réalité, Emmanuel Macron a été poussé au pouvoir par le réseautage, donc l'ensemble des réseaux français, c'est-à-dire le Club du siècle, c'est-à-dire l'Institut Montaigne, un think tank comme par exemple Terra Nova. Mmh. Et là, dans l'état profond numéro 2, pardon, on parle du think tank Les Gracs. Les Gracs, fondés Oui. en 2007, qui est un espèce de think tank socialo-bobo, bon teint, qui effectivement a poussé Emmanuel Macron, mais et avec Attali qui lui murmure pardon, aux oreilles des présidents depuis François Mitterrand. Donc, Mmh. lequel Attali fait partie, bien évidemment, de l'ensemble du réseautage franco-français, mais pas que. Donc on voit bien ce petit monde donc, entre la finance, les réseaux, les intérêts publics, les intérêts privés. En fait, quand vous avez envie de faire connaître quelqu'un qui est totalement inconnu au stade connu, il suffit de matraquer, enfin il suffit entre guillemets, hein, le mot suffire, Mmh. il suffit de millions, voire de milliards d'euros ou de dollars, et d'articles de presse format matraquage, méthode Coué et le bulldozer, je dirais, de propagande médiatique, et vous obtenez quelqu'un qui tout d'un coup est élu. Alors, ce qui est le plus étonnant, c'est que 2017, il est élu. Bon, on peut dire l'erreur est humaine, hein, par rapport à personne ne le connaissait, il est jeune, il change Il effectivement est de la dynamique. catégorie Mmh. senior, il a l'air dynamique, etc., etc. Bon, l'erreur peut être humaine. En revanche, le réélire en 2022, là, l'erreur est humaine, mais persévérer, c'est criminel, parce qu'au Mmh. vu de son premier bilan, de son bilan calamiteux de son premier quinquennat, on se demande bien pourquoi il a été réélu en 2022. Alors là, on peut se poser la question sur ceux qui votent en France, ils sont peut-être maso, je ne sais pas, ou Il y a peut-être eu alors il y a aussi eu des quelques, votes truqués. à moins que si voilà, le vote soit truqué. Hem, Voilà. hem, alors, donc vous avez des financiers, vous avez des réseaux d'influence. Et est-ce que vous Ouais. pouvez revenir précisément sur ce que c'est que l'état profond? Moi, j'ai pas encore, je suis resté sur ma faim dans la définition que vous en faites. C'est-à-dire entre des banquiers, des hauts fonctionnaires. Comment peut-on définir, non pas l'état profond au sens stabilité de l'État, mais ce que vous appelez, c'est-à-dire une espèce d'État dans l'État, en fait? Bon, alors je vais donner un exemple simple. Bien. Un exemple simple de l'interaction justement du domaine public et du domaine privé, ce qui ne devrait pas être, donc au Oui. niveau de l'État profond. Ouais. Dominique de Villepin fait cadeau de nos autoroutes qui étaient nationalisées à des sociétés privées. Oui. On se rappelle. Oh oui. Personne n'a bien Et bien, on s'en compris. rappelle et on a des piqûres de rappel à chaque fois qu'on passe sur un péage, hein. Et Voilà, l'augmentation des prix, on aurait du mal à ne pas s'en souvenir de ça. voilà. Et je Donc rappelle en déjà, effet, à chaque fois que j'entends parler de Dominique de Villepin, je rappelle qu'il est à l'initiative, hein, ce absolument. patriote en peau de lapin. Mhm. Mhm. C'est pas mal. Mhm. J'aime bien le mot là, En peau Nicolas, de le lapin. patriote en peau de lapin. Oui, Ouais, oui, c'est ouais. intéressant. Je vois que tous les deux, on a des bons mots ce matin, c'est bien. C'est bien. Donc, il fait cadeau de nos autoroutes à des sociétés privées. Mhm. Bon, jusque-là, on se pose énormément de questions, on se dit pourquoi, etc., etc. Mais le problème va plus loin. Par 3 fois, je dis bien par 3 fois, et la dernière fois, c'était sous la, sous l'égide de Madame Elisabeth Borne, qui était
à l'époque Premier ministre, donc ce qui est quand même relativement récent, par 3 fois, ces sociétés privées ont demandé l'aide de l'État pour pouvoir financer des travaux. Parce que ces pauvres petites sociétés privées n'engrageaient pas suffisamment assez d'argent et donc Et on elle demandait n'avait par pas 3 assez fois des plans de amassé. relance. Et elle n'avait pas assez Voilà, amassé d'argent en jouant les péagistes et en rançonnant voilà. les automobilistes avec, après tant d'années. Voilà, donc en fait, c'est café, pouce-café, cigare, comme disait Belmondo, dans un de ses films dont j'ai oublié le titre, mais j'aimais bien le café, le pouce-café et le cigare pour les actionnaires des sociétés privées. Et par 3 fois, ces plans de relance ont été acceptés. Donc, c'est une histoire de fou quand même. Nous avons des sociétés privées, sont privées, et l'État accepte par 3 fois de financer des travaux à la place que les sociétés privées, à la place des sociétés privées. Donc moi qui ai été auto-entrepreneur toute ma vie avec mon épouse, mais si à un moment donné on n'avait plus, on s'est dit tiens, on va chercher de l'argent, j'aurais plus qu'à aller, j'aurais peut-être été frappé à la porte du préfet du département lui disant coucou bonjour, écoutez, j'arrive pas trop à assurer mes fins de mois. Vous pourriez me faire un petit plan de relance là, payé par les contribuables. Donc voilà, ça c'est l'exemple type d'un État profond aux manettes qui ne va pas du tout dans le sens du bien commun. Il dépense en fait notre argent, l'argent de nos impôts, qui va vers des sociétés privées qui sont opulentes et extra riches. Là, on marche sur la tête. Bah, Ça, vous avez c'est ça avec les intéressant. péages aussi, puisque ce sont des sociétés privées qui peuvent user de la force publique, hein, quelque Oui, part. en plus, Ça, c'est alors là, en le plus, mélange des genres est absolu. C'est-à-dire que c'est l'État qui absolument. prête la force publique pour rançonner l'automobiliste. On a Absolument, mais l'impression, d'ailleurs, quand on passe un péage, et vous avez Cofiroute et autres, ah oui, ben c'est l'État. Mais non, mais pas du tout. L'argent, il finit dans les poches de sociétés privées. Mais, absolument. mais avec la collaboration de l'État. Donc là, en Ah, effet, il y a mais bien un mélange des deux. absolument. Mais absolument, c'est-à-dire que là, je vois la A13, par exemple, une autoroute que je connais bien, Oui, puisque je suis en Normandie, oui. donc la A13, je connais bien. Elle est en flux libre. Donc, effectivement, il faut payer dans les 72 heures sur sanef.com. Alors voilà. Mais le problème, voilà, c'est que si on oublie de payer, eh bien, sanef.com, déjà, sanef plutôt, pas .com là cette fois-ci, monte les amendes et vraiment ça commence à être salé. Et au bout de quelque temps, si vraiment la personne ne paye pas, qui après va aller réclamer l'argent à la Oui. personne? Le fisc. Alors Le voilà. fisc. Voilà, le Le fisc. fisc. C'est ça. Voilà, le fisc. C'est ce que j'allais Donc, dire. Sans parler de toutes les capacités d'hameçonnage que ça peut provoquer avec des gens qui reçoivent des SMS. Il vous reste 3 jours pour payer à tel endroit. On se rend compte que c'est des gens qui, des fois, n'ont même pas de voiture. C'est tout simplement, ça démultiplie toutes les escroqueries à l'hameçonnage. En ouais, plus de ça, hein, j'ai des témoignages directs. Et on rappelle qu'on nous avait expliqué, ces bons Tartuffes nous avaient expliqué à l'origine qu'ils avaient fait ces scans justement de flux libre sur les autoroutes pour réduire le temps de passage au péage de bouchons, des bouchons. Ils ont eu ce ah toupet. mais, c'est un casse-tête chinois parce que moi qui prends souvent cette autoroute, à un moment donné, me suis abonné, j'ai pris un badge. Alors ça me fait râler parce que le badge, il devrait être gratuit, il ne l'est pas. On paye 2 euros par mois, on va me dire c'est pas énorme, mais quand même, Mais quand même, il devrait être gratuit. Alors évidemment, ils nous disent, la société qui vend le badge, oui, mais alors si vous vous en servez pas pendant un mois, on vous débitera pas vos 2 euros. Oui, bon, d'accord. Mais alors, parce qu'à un moment donné, c'est le casse-tête chinois. Si vous prenez très souvent l'autoroute et si vous oubliez par malheur dans les 72 heures de payer, bon, alors ah oui. là c'est mauvais, quoi. Là, on en arrive au fisc, et après, avis à tiers détenteur sur le compte, Tout de etc., suite, c'est ça etc. qui est C'est méchant, hein. extraordinaire. C'est-à-dire que C'est ces méchant, sociétés hein. privées qui rançonnent l'automobiliste vont pouvoir profiter de l'ensemble de la puissance publique, de la puissance du fisc, pour un recouvrement quasi immédiat, ce qui ne Absolument. devrait pas être les règles contractuelles du privé. Je suis désolé. Bah, absolument. Après, donc voilà, ça c'est un aspect de l'état profond. Alors, il peut y avoir un autre aspect dans l'état profond numéro un.
on avait pris le cas d'un haut fonctionnaire d'État qui a une carrière incroyable, qui s'appelait, enfin je pense qu'il est toujours vivant d'ailleurs, qui s'appelle donc Renaud Denoy de Saint-Marc. Oui. Renaud Denoy de Saint-Marc, Denoy de Saint-Marc. pardon, secrétaire général de l'Élysée dans les années assez lointaines, et il a pareil, on se rend compte du cumul des postes. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il était secrétaire général de l'Élysée, il présidait, alors avec des dates qui se chevauchent, il présidait à la fois le commissariat à l'énergie atomique, il était président à un moment donné de la Fédération de chasse en France, qui est un énorme lobby, il faut quand même le savoir. Il était aussi, il a présidé un institut politique, etc. Et donc toute sa carrière est truffée de postes qui se sont entrecroisés comme ça. Et là, la question qu'on peut se poser, pourquoi ne pas avoir confié, parce qu'on peut gérer si quelqu'un est intelligent, il peut arriver à force de travail acharné à gérer peut-être 2 ou 3 fonctions, mais pas 10, 8, 10 fonctions différentes à un moment donné, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a une armada de gens qui le font à sa place. Renaud Denoy de Saint-Marc, en plus, faisait partie comme beaucoup, des clubs secrets discrets, comme le Club du siècle, l'Institut Montaigne, etc. Donc, en fait, je n'ai rien contre Renaud Denoy de Saint-Marc. Après, on peut s'étonner du cumul des fonctions, cumul bien évidemment qui vont de pair avec les salaires et les avantages. Donc, pourquoi ne pas confier différents postes à différentes personnes d'ailleurs, et pourquoi cumuler différents postes sur une seule et même personne? C'est là où ça ne colle pas. Vous voyez ce que je veux dire, Nicolas? C'est-à-dire que là, euh, on voit bien que cette machinerie qu'est l'État profond français est une machinerie qui fonctionne vraiment sur des réseaux d'influence. Alors, il y en a certains de temps en temps qui vont cumuler comme ça de hautes fonctions, d'autres de temps en temps qui servent de fusibles, parce qu'effectivement, de temps en temps, malheureusement, ça dérape. Alors, il faut qu'il y en ait un qui paye pour tout le monde. Je pense à François Fillon, par exemple, qui, je sais pas que j'aime François Fillon, il était Premier ministre sous Nicolas Sarkozy et il n'a rien fait pour que le traité de Lisbonne ne soit pas entériné, donc je passe. Mais à un moment donné, il a été désigné et ils l'ont éliminé de la course, quoi. C'est comme Cahuzac quand il est arrivé à Bercy. Cahuzac, on se souvient, il y en a plein qui ont des comptes un peu partout sur des plateformes offshore ou en Asie, etc. En réalité, mais Cahuzac, à un moment donné, je sais pas, il a été mis en ligne de mire. Il a servi de fusible. Alors, de temps en temps, il y en a un qui sert de fusible comme ça. Bon, ma foi. Ça rassure l'opinion publique. Mon cher Claude, cette émission qui est passionnante. J'ai une foultitude encore de questions. Je vais vous mettre sur le grill dans cette deuxième partie d'émission. Alors, je suis avec Claude Janvier en particulier pour son dernier livre, l'essayiste Claude Janvier, qui est L'État profond français, mais c'est le tome 2, donc il récidive, si j'ose dire, Claude Janvier sur l'État profond. Une question peut-être, Claude, je me fais le porte-voix de nombreux auditeurs, je pense. Toujours cette question, lorsqu'on a affaire à un état profond, on se dit, tiens, c'est comme une pieuvre. Mais est-ce qu'il y a un cerveau central? C'est toujours cette idée qu'il y a une haute administration, il y a des réseaux d'influence, il y a des financeurs, mais est-ce qu'il y a un point de commandement général? C'est toujours la question qu'on se pose parce que, bien sûr, tout ça est théâtre d'ombre. Il se cache derrière des institutions, derrière, on le voyait là, par exemple, on prenait l'exemple typique des réseaux péages autoroutiers. Est-ce qu'il y a est-ce que tout ça, il y a un commandement central, une unité centrale qui décide, par exemple, en 2017, ou en 2016, avant, on va pousser Emmanuel Macron à la présidence de la République, à l'Élysée. Est-ce qu'il y a un nombre d'hommes restreint, limité, qui prend les décisions, qui ensuite, comme par un phénomène pyramidal, va se répartir et jusqu'à la base? Ou bien, est-ce que c'est plus compliqué que ça?
Non, en fait, c'est pas très compliqué. La base, les donneurs d'ordre sont toujours les financiers. C'est les Toujours. financiers. Pour vous, c'est les Ah, financiers, les donneurs d'ordre. D'accord. c'est les financiers. De toute Très bien. façon, Napoléon l'avait exprimé, hein. Il avait Donc un peu les exprimé. banquiers. Il a toujours exprimé Napoléon, et je pense que c'est très vrai, c'est la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Oui. Autrement dit. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous êtes aux commandes des finances, vous avez les finances, vous êtes les financiers, vous pouvez commander qui vous voulez. C'est si vrai que, en fait, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à comprendre mais quand on regarde l'influence même des banquiers, même en France d'ailleurs, bon, évidemment, nous avons parlé des Rothschild, mais nous avons parlé de Kravis, mais Kravis, il est américain. Mais on peut parler de Mathieu Pigasse, par exemple, qui est très influent, qui était un banquier. Euh, on tourne toujours sur la finance, la haute finance internationale. Et la haute finance internationale, c'est vrai que je l'ai exprimé dans mon ouvrage Les démasqués qui dirigent Mhm. réellement le monde. La haute finance internationale, mais aujourd'hui, mais déjà depuis 30 ou 40 ans déjà, c'est les numéros 1, c'est le numéro 1 mondial, c'est BlackRock, c'est le numéro 2 Vanguard, et le troisième, c'est State Street. Ce sont des monstruosités financières. Ce sont elles les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre sur toute la planète. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock aujourd'hui gère à peu près 10 000 milliards de dollars, qui est quand même, au niveau des actifs, qui est quand même pas mal. Ouais. BlackRock est actionnaire de toutes les grandes entreprises mondiales, excepté les entreprises qui sont en Fédération de Russie. Même en Chine, BlackRock a réussi à faire quelques entrées. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on en revient à la domination du dollar, on en revient à cette hégémonie par le billet vert sur la place internationale. Donc, BlackRock est actionnaire de toutes les grandes entreprises du monde entier, excepté la Fédération de Russie, est actionnaire évidemment de tous les laboratoires pharmaceutiques, par exemple, est actionnaire de tous les complexes militaro-industriels, qu'ils soient américains ou européens, est actionnaire donc de tout. D'ailleurs, les grandes entreprises de nos entreprises du CAC 40 en France, BlackRock est actionnaire. Donc BlackRock, c'est 5000 ordinateurs branchés en réseau. C'est sous un autre code, sous un nom de code, oui, qui s'appelle Aladdin, c'est un acronyme, hein. Ils ont Mhm. fait coller Aladdin avec la légende merveilleuse du fils du tailleur qui frotte sa lampe à huile et qui Bien fait sûr. apparaître un génie. C'est assez intelligent comme marketing d'ailleurs, faire coller un acronyme avec une légende merveilleuse, ce qui fait que dans le subconscient collectif, Aladdin, c'est bien. Mhm. Mais ces 5000 ordinateurs branchés en réseau contrôlent toutes les bourses internationales, il faut le savoir. Ce sont des robots, ils écrèment la moindre hausse, ils se retirent évidemment sur la moindre baisse, et derrière, ce sont des millions de dollars qu'ils engrangent. À l'heure où on parle, vous et moi, Nicolas, eh bien, ils engrangent. Mais tout BlackRock ça, engrange c'est des un millions et des pouvoir. millions de dollars. Tout ça, ça te donne l'impression d'être un pouvoir assez anonyme. C'est pour ça que c'est à l'auteur des Démasqués que je pose cette question de savoir s'il y a un pouvoir Ben, central. Parce que ça me paraît pas oui, clair. Tout ça, j'en parlais alors, souvent avec l'un de mes invités récurrents qui est sur les plateaux du soir sur Géopolitique Profonde, Paul-Marie Couteau. Et on s'interroge tous les deux parce qu'on trouve que justement, il y a un brouillard sur ceux qui et je dirais que dans l'art de la guerre, et si nous sommes en guerre contre cet État profond, indéniablement, et c'est ça, et le rôle est de les démasquer, et c'est le rôle des médias et des médias alternatifs que de les démasquer, faudrait-il pouvoir les identifier précisément? Et j'ai toujours cette impression que ce n'est pas le cas, ce qui leur permet d'ailleurs systématiquement de dire tout ce que vous racontez, ce ne sont que des fantasmes, parce que nous n'arrivons pas à les identifier précisément. alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est qu'ils font tout pour rester invisibles. Oui. C'est-à-dire que BlackRock, bon, BlackRock, tout le monde en a entendu parler. Après, moi, ce qui m'a attiré l'œil, et c'est effectivement dans mon ouvrage Les Démasqués, c'est Vanguard. Vanguard, je me suis intéressé très vite parce que Vanguard gère quand même 9000 milliards d'actifs, quand même, hein, ce qui n'est pas rien. Et cette société n'est pas cotée en bourse. Alors, moi, quand une société n'est pas cotée en bourse, je me dis, tiens, c'est étrange. Mm. Pourquoi elle n'est pas cotée en bourse? C'est à force de farfouiller, parce que là, il a fallu quand même que je farfouille beaucoup. J'ai fini par trouver et démontrer
qu'en réalité, Vanguard a été créé dans les années 70-75 par les 13 grandes familles les plus riches au monde. C'est-à-dire, il y a les Rothschild, bien évidemment, il y a les Rockefeller, mais aussi Orsini, Vanderbilt, Dupont de Nemours, famille royale d'Angleterre, non pas pour leur immense richesse, mais pour leur carnet d'adresses, puisqu'ils sont en communication avec la City. C'est la City de Londres et Wall Street. Voilà, ça, c'est les deux puissances financières dominantes du monde, en fait, du monde entier. Ces 13 familles ont donc fondé Vanguard. Et ce sont eux qui ont amené les capitaux, mais ils sont invisibles, c'est-à-dire que si vous allez regarder Vanguard sur Internet, vous allez trouver un conseil d'administration de gens X, de gens lambda, qui en fait ne va rien vous apporter. Mais en réalité, la preuve, oui, ce sont eux qui ont fondé Vanguard. Des hommes de paille, les hommes lambda dont vous parlez sont des hommes de paille? Absolument, c'est-à-dire ils sont très bien rémunérés, évidemment, ils ont fait des hautes études, mais ils sont là, ma foi, pour gérer, je dirais, le quotidien administratif. Les véritables donneurs d'ordre, ce sont ces 13 grandes familles qui sont hors classe. C'est-à-dire elles ne sont jamais citées dans le magazine Forbes comme étant les plus riches du monde, elles sont juste hors classe, elles sont au-dessus de la mêlée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Vanguard, n'étant pas coté en bourse, personne ne peut faire une OPA sur Vanguard. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter une action de Vanguard, donc vous ne pouvez pas en contrôler une miette. C'est intelligent. En revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. Voilà. Vanguard est actionnaire aussi à titre tout à fait personnel au niveau de la société, est actionnaire des grandes usines d'armement occidentales et américaines, est actionnaire des labos pharmaceutiques, est actionnaire aussi. Donc, Vanguard, actionnaire de BlackRock, Vanguard est aussi actionnaire de toutes les grandes sociétés du monde entier. Donc, il y a un contrôle qui se fait. Un contrôle indéniable. Après, concrètement, comment ça marche? Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ces donneurs d'ordre qui sont de toute façon au-dessus de la mêlée. Ce sont eux les financiers. Ça, c'est la grande puissance financière. Au-dessous, ils ont tout un valet, une petite ribambelle de serviteurs très fortunés. Et je pense que nos amis internautes les connaissent plus ou moins. Et nous avons Bill Gates, et que lui, son domaine de prédilection avec ses fondations, c'est le domaine de la santé. Il faut oublier que Bill Gates contrôle à peu près les 2 tiers aujourd'hui de l'OMS. C'est son domaine de prédilection, c'est la santé et les plantes. C'est comme ça d'ailleurs que Bill Gates avait acquis, la fondation Gates a acquis depuis plusieurs années déjà une île qui est au large des côtes norvégiennes, s'appelle Svalbard, inhabitée, et dans lequel il a fait construire un bunker entreposant toutes les semences du monde entier. Non pas pour en faire un patrimoine mondial de l'UNESCO, ça non, mais pour les breveter, pour breveter évidemment, modifier les graines, les breveter et engranger et contrôler et faire des variétés OGM, etc., etc. Donc nous avons Bill Gates qui contrôle la santé et la nourriture. À côté, nous avons George Soros, qui lui, c'est le spécialiste des coups fourrés, c'est le spécialiste des coups fourrés pour déstabiliser les gouvernements avec une de ses fondations, l'Open Society et Human Rights Watch. Il a engendré tous les fameux printemps arabes qui ont été censés apporter la démocratie, soi-disant, dans des pays qui ne demandaient rien, d'ailleurs, à personne. Et ça, c'est son domaine de prédilection. Son domaine de prédilection aussi, c'est les laboratoires épidémiologiques et virologiques. C'est si vrai d'ailleurs que grâce à mon ami Philippe Brocker, qui a écrit une postface d'ailleurs dans l'État profond numéro 2, et une intro d'ailleurs que j'avais oublié de signaler de mon ami Thierry Messon, mais grâce à mon ami Philippe Brocker, j'ai pu trouver il m'a fourni l'information comme quoi George Soros avait aussi financé l'élaboration d'un laboratoire P4 ultra confidentiel, ultra secret, à côté de celui de Wuhan, en Chine, dont nous avons tous entendu parler à l'époque de la crise sanitaire. Et son laboratoire de recherche totalement privé, qui n'est pas très loin d'ailleurs du laboratoire de Wuhan, j'ai oublié le nom de la rue, mais il est au numéro 666. Ah bon? Ah oui, absolument. C'est vérifié, oui. Donc, je laisse à chacun de nos amis internautes d'en tirer des conclusions. Et c'est George Soros qui le finance? Oui, qui l'a financé au travers de ses fondations. Oui, absolument. Un institut de virologie, P4. Oui, absolument. Privé. Oui. Donc, nous avons Gates, nous avons Soros et nous avons à côté les GAFAM. Les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, les réseaux, quoi. Mais les réseaux d'influence, puisque qui contrôle les communications aujourd'hui, malheureusement, sont les GAFAM. Alors, Zuckerberg a mis lâché un peu du lest, mais il n'en reste pas moins que YouTube, tout ça est contrôlé par Google. Et il suffit aujourd'hui, ça vous le savez encore mieux que moi, Nicolas,
de prononcer des fois des mots qu'il ne faut pas prononcer, et toc, une vidéo de YouTube ou carrément une chaîne peut sauter. Ça, c'est ce qu'on appelle la censure des GAFAM. Mais au-delà de la censure des GAFAM, qui sont entièrement contrôlés par cette oligarchie financière mondiale qui est au-dessus, ils vous font acheter ce que vous voulez. Ça aussi, c'est intéressant. C'est un aspect que pas grand monde ne voit. Par exemple, demain, moi, je vais chercher, admettons, j'aime les films chinois. Je me dis, tiens, je me paierais bien quelques films chinois. Je regarde sur Internet les films chinois. Automatiquement, allez, dans les heures qui suivent, je reçois une tonne de pubs sur mes boîtes mail, etc., de films chinois ou de présentations ou de pubs. Tiens, ça pourrait vous intéresser. Ça veut dire qu'en fait, toutes les informations sont évidemment envoyées aux GAFAM, qui eux, évidemment, gèrent et vous feront acheter ce que vous voulez, ce que eux, ils ont décidé de vous faire acheter. Alors, le problème, on se retrouve avec une oligarchie qui veut absolument maintenir sa puissance éternelle au pouvoir au-dessus de la majorité de la planète. Dessous, on a ces serviteurs zélés que je viens de mentionner qui, eux, vont envoyer tous les programmes de déstabilisation pour faire chuter toutes les sociétés qui ne voudraient pas marcher dans le sens que cette oligarchie financière mondiale veut. Et c'est pour ça que la Fédération de Russie, d'ailleurs, est dans le collimateur, de cette oligarchie financière mondiale, parce que la Fédération de Russie, pour l'instant, résiste. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais résiste parce que, et puis, comme ils ont les dents longues, cette oligarchie a vraiment les dents longues. Faut oublier que la Fédération de Russie, c'est au niveau réserve aujourd'hui, au niveau chiffre des réserves naturelles exploitables, c'est 57 000 milliards de dollars. Donc pour des gens qui ont toujours des appétits insatiables au niveau d'engranger l'argent, il est bien évident que c'est un vieux plan des anglo-saxons, ça. C'est envahir la Russie, la morceler et la séparer pour mieux la piller. Donc pour l'instant, elle résiste, cette Fédération de Russie, mais la question, c'est jusqu'à quand on peut espérer le plus tard possible. Après, il y a les BRICS aujourd'hui qui commencent à résister, bien évidemment, à cette oligarchie financière mondiale, mais il ne faut pas se leurrer. Les financiers sont quand même toujours au-dessus, et même la Chine, par exemple, Xi Jinping, il ne faut pas oublier qu'il fait ce qu'il peut, mais d'un autre côté, la Chine, c'est un État fédéral. Ça veut dire, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas un système pyramidal comme chez nous, il n'y a pas un président, il y a le président, oui, il est là, mais c'est un État fédéral. Ça veut dire qu'il y a des provinces chinoises qui sont plus occidentalisées que d'autres. C'est comme ça que la province de Wuhan en Chine est très pro-américaine, et très pro-française d'ailleurs, et pro-Europe. Alors que d'autres provinces en Chine ne vont pas être forcément dans la même lignée d'obéissance. Donc tout ça, c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est que en fait, cette oligarchie financière mondiale apatride, ils n'ont pas de patrie. Ils n'ont pas de religion non plus. Ils ont effectivement des travers, ça c'est d'une évidence absolue au niveau même de certaines rites que je ne vais... Bon bref, mais là on va rentrer dans un autre domaine. Mais en réalité, c'est psychotique. C'est-à-dire que ce n'est pas une démarche analytique de leur part. C'est-à-dire qu'ils veulent rester les maîtres du monde. Voilà, ce sont les maîtres du monde. Ils ont malheureusement les finances pour ça, et ils ont des serviteurs zélés qui sont très riches aussi. Alors après, je ne dis pas qu'ils ne se chicanent pas un peu, hein. Bien sûr qu'il y a des dissensions. Ils sont pas... Mais vous remarquerez une chose, Nicolas, ils ont peut-être des dissensions, mais quand il s'agit d'aller vers les mêmes buts, ils le font. Contrairement, malheureusement, par exemple, et là c'est dommage, à nos souverainistes en France, ils ont les mêmes buts, mais ils sont impossibles d'arriver à se fédérer pour arriver à sortir de la France, de l'Europe, de l'OTAN, et donc du joug de Bruxelles en tant que capitale politique. Ça, c'est malheureux. C'est sûr. Voilà. Ils ont des intérêts communs. Un des intérêts, en effet, c'est de détruire la Fédération de Russie. Est-ce que l'autre, c'est de détruire la France? Et est-ce que Macron détruit la France? Vous en parlez dans votre ouvrage, justement, sur l'état profond français, tome 2. Oui, il suffit de voir les chiffres, hein. D'ailleurs, les chiffres, alors je ne les ai pas tout en tête, mais on est quand même à on est à peu près à 7 200 milliards de dettes, parce que beaucoup de gens me parlent de 3 200 milliards, mais en réalité, il faut ajouter le hors-bilan bancaire, si on l'avait démontré, donc ce sont des engagements de l'État, mais ce n'est pas
inscrit dans les bilans, c'est très pratique. Mais c'est quand même un engagement de l'État en Bah, cas les de pensions défaillance de des certaines caisses. fonctionnaires, déjà, ouais. Par exemple, les caisses militaires, etc. Mhm. Donc, si on fait vraiment le total des deux, on en est à plus de 7 000 milliards de dettes. Mhm. Après, on est quand même un pays avec énormément trop de fonctionnaires. On en est à 5,8 millions de fonctionnaires. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que là où on devrait avoir plus de personnel technique, je parle au niveau de la santé, par exemple, et des hôpitaux, Mhm. on en arrive à être submergé. Les hôpitaux sont submergés quelquefois par trop de personnel administratif et pas assez de personnel technique. Et là, ça devient fou. Après, où nous en sommes en France, eh bien, il y a quand même, chaque année, il faut le savoir, hein, il y a quand même 17 millions d'euros qui sont dépensés par an pour chaque ministre. Ah oui, quand même. Il y a quand même aujourd'hui en France 17 millions à peu près, 8 de Français qui ont des problèmes de logement. Je n'ai pas dit qu'ils étaient SDF. Mhm. Ils sont pas dans la rue, fort heureusement. Mais ils n'ont pas suffisamment de moyens pour assurer un loyer. Donc ils font appel à de la colocation, ils sont à plusieurs, etc., etc. Il y a quand même chaque année 200 milliards de cadeaux fiscaux réalisés par l'État français depuis longtemps déjà. On l'avait déjà mis en exergue avec mon ami Jean-Louis Zambert dans Le Virus et le Président. 200 milliards de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises du CAC 40. Ouais. Subventions publiques, exonération fiscale, le fameux crédit d'impôt, CICE. Donc, ça aussi, alors quand on essaye de me faire avaler qu'on ne peut pas boucler les budgets bah, de la France, eh bien, il suffirait de restreindre un petit peu, quand même, même beaucoup, les dépenses publiques. Ça commence à bien faire. On envoie quand même 23 milliards d'euros par an à l'UE. On se demande d'ailleurs où c'est qu'on finit, on finit par les puiser. Il y a quand même 4 millions de personnes au RSA aujourd'hui. Il y a 6 millions de personnes à la CMU aujourd'hui, quand même. Ça devient beaucoup quand même, hein. Il y a 200 millions d'euros chaque année de subventions payées aux bulldozers de l'info propagandiste, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les médias de grand chemin. 100 millions d'euros de subventions payées par an. Waouh! Ah oui, quand même, pour nous asséner toute la désinformation que nous subissons tous les jours. Heu, Tout est à l'avenant en France aujourd'hui, hein, la baignade annuelle, par exemple, du chef de l'État à forme de Brégançon Ouais. coûte 60 000, nous coûte 60 000 €, plus le coût de la sécurité qui est évalué, lui, à 500 000 €. Ah Quoi, oui, quand même. le plouf dans la Oui, Méditerranée, dans la Belle Bleue, le Plouf. Le Plouf, c'est 60 000 avec la €. moumoute waterproof, le jet Voilà, c'est ski, 60 voilà, 666 aussi, jet ski, semble-t-il, oui, 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 immatriculé. ça aussi. Ouais, c'est intéressant quand même, hein, ça nous coûte quand même pratiquement 600 000 €. 600 000 € le Plouf. Mhm. Donc, bon, ça commence un peu à bien faire. Il y a plus que 32 millions d'actifs dans notre beau pays, hein, ça commence à faire peu. On finit par se demander, jusqu'où on va descendre. Donc voilà, ça, Ils sont c'est nombreux, le ils sont nombreux à se tailler sur une bête qui, elle, a une tendance en effet à se réduire. absolument. Les députés nous coûtent quand même, par an, pour 577 députés, ça nous coûte 643 millions d'euros par an. Ah oui, la bagatelle, quand même. Brigitte Macron, à elle seule, dépense, on ne sait pas comment d'ailleurs, 315 808 € de dépenses annuelles. Et sa dépense pour ses coiffures, bah, plutôt Ouais. pour ses, bon bref, 62 400 €. Ça commence à faire beaucoup. Par an ou par mois? Le coiffeur de François Hollande, c'était comme pour moi, c'était pour tailler trois poils, hein, 3 cheveux qui se battent en duel. Il lui prenait quand même 9 000 € par mois à payer, 9 000 € de coiffure à l'Élysée pour, Pour François Flamby. Hollande. Je dis: «Waouh, quand même!» Moi, je paye pas ça. Quand je vais voir ma coiffeuse, non, il y a pas 9 000 € par mois. J'ai pas un Incroyable, budget de ouais. 9 000 € par mois de coiffure Ils quand n'ont même. pas honte, hein. Mmh. Non, ils ont pas honte, hein. Il y a eu quand même 300 milliards d'euros de dépensés quand même en énergie verte pour des résultats dérisoires et non écologiques. À part évidemment avoir engraissé les sociétés qui les ont installées. On a quand même dépensé 6 milliards d'euros pour les Jeux olympiques en 2024 quand même aussi. Donc, faut peut-être arrêter, quoi. On a envoyé 7 milliards d'euros environ à l'Ukraine depuis mars 2022.
Et on veut après nous dire: «Ah ouais, Français, il va vous falloir vous serrer la ceinture, on va vous augmenter les taxes, on va vous geler vos retraites et geler le SMIC». Faut arrêter, faut Alors, arrêter. heu, Claude, vous n'avez pas répondu à mes questions. Moi, je vous demande la question, en fait, heu, sur ce sujet, c'est pourquoi, en plus, cet État profond français qui, ne va pas dans le sens du bien commun, va même en sens inverse, alors qu'il était là pour justement stabiliser un pays à l'origine, en tout cas c'est comme ça qu'on le comprenait, il est au contraire là pour le lester, pour le faire sombrer. Quelle en est la raison profonde? Là, ils obéissent aux ordres des commanditaires, c'est-à-dire de la haute finance internationale. Faut oublier que BlackRock a son entrée, a son rond de serviette à Bercy. Depuis l'avènement d'Emmanuel Macron au pouvoir, Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui n'était jamais venu en France avant l'avènement d'Emmanuel Macron, est venu en France, je crois, une quinzaine ou 17 fois. BlackRock est à Bercy. Donc, pourquoi ils font ça? Ben parce que de toute façon, ils ont des ordres de le faire. Après, vous savez, problème, la haute fonction publique et la haute sphère du privé, ils sont payés pour ça, ils ne se posent aucune question, ils sont là pour faire un certain travail, ils jouissent des ors de la République, c'est-à-dire des salaires mirobolants, des chauffeurs, des voitures de fonction, des restaurants gastronomiques à des prix défiant toute concurrence. Faut voir la taille de ceinture de notre ami, entre guillemets, le mot ami, Larcher au Sénat. Il profite bien, lui. Il profite vraiment très, très bien. Je vois qu'il est. Mais il faut qu'il fasse attention à un moment donné. Ça risque de lui poser quelques petits problèmes de santé. À force de se goinfrer, c'est pas bon. Mais bon, ceci étant, non, mais c'est ça, il est là le problème. C'est que ces gens, en fait, sont totalement déformés. Ils sont tous passés, en plus, de plus en plus, par la French American Foundation, qui est l'ancêtre de, je dirais, de lobotomisation du Young Global Leader. C'est-à-dire que le Young Global Leader, créé par Schwab en 2004, avant, il y avait la French American Foundation. Tous les politiciens depuis cette époque passent par la lobotomisation, entre guillemets, le formatage de leurs esprits par la French American Foundation et par le Global Young Leader. Ils sont tous formatés. On leur dit voilà, il faut aller dans cette direction-là. Ils vont dans cette direction-là. Et ils ne se posent pas plus de questions que ça. Bruno Le Maire ne s'est pas posé de questions. Il est arrivé à Bercy, il a généré plus de 1000 milliards de dettes. Et il trouve que finalement, c'est pas de sa faute. Non, c'est ça, il est arrivé, c'était pas de sa faute. Il en profitait pour écrire des bouquins porno. C'est vrai qu'il avait un peu de temps. Pendant que tout le monde travaillait à piller la France, lui, et en plus, il essayait de se mettre à l'écriture. Enfin, bon, passons. Mais donc voilà, ce qui est dramatique, c'est ça, c'est que nous avons de moins en moins de gens intègres, c'est-à-dire de gens intègres, au moins avec une certaine éthique. Je ne sais pas, quand on est à la tête d'un pays, eh ben, le minima de l'éthique et de l'intégrité voudrait que le peuple aille bien. En réalité, ils n'en ont cure. Ils sont plus là maintenant pour engranger, faire des carrières, le plus possible, engranger un maximum d'argent. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, pour être un jour peut-être la personne la plus riche du cimetière. Je vois pas à quoi ça va servir, mais bon, passons. Mais ils sont tous dans cet esprit-là, c'est-à-dire ce n'est plus, ils ne sont plus là pour servir le peuple, ils sont là pour l'asservir, à leur profit. Parce qu'ils s'imaginent dans leur petite tête que ça va durer un temps infini, sauf qu'un jour ça peut craquer. Tout ce bel, entre guillemets, évidemment, bel édifice peut évidemment se craqueler. Parce qu'après tout, ce sont des géants au pied d'argile, même BlackRock et Vanguard. C'est-à-dire qu'un beau jour, tout peut changer. Tout peut changer parce que l'informatique étant ce qu'elle est, je ne vais pas aller plus loin, mais bon, on voit bien ce à quoi je veux faire allusion. Et en réalité, tout peut changer. Maintenant, il faudrait aussi qu'une majorité de gens commencent à se poser aussi des bonnes questions. Et c'est à cela que servent un peu les, les- les émissions et nos émissions Et les livres. et votre- et les livres. Parce qu'en fait, c'est ça. Il faudrait qu'un maximum de gens prennent conscience que tout ça, à un moment donné, ça va craquer. Ça ne peut pas. À un moment donné, quand on pressure trop un peuple et qu'un peuple se retrouve à ne plus pouvoir boucler ses fins de mois, il y a quand même 15 800 000 pauvres. C'est vrai que c'est un chiffre que j'ai oublié de citer tout à l'heure. En France, dans notre beau pays, nous avons 15 800 000 pauvres.
Et quand je parle de gens pauvres, je parle de gens qui sont en dessous Du seuil. oui, qui sont à moins de 800 euros par mois. C'est-à-dire ce qui est défini en France, et c'est ça qui est intéressant, ça c'est encore des trucs de technocrates, c'est-à-dire qu'à jusqu'à 800 euros, vous êtes considéré comme pauvre. Même si vous touchez 800 par personne, hein, j'entends. Si vous touchez 801 euros, vous n'êtes plus considéré comme pauvre. C'est vrai que la différence entre du pouvoir d'achat entre 800 et 801, voilà. Alors, Mais il est là le problème. il y a un appauvrissement général de la population française. Et on le voit depuis finalement cet État néolibéral qui s'est mis en place, l'ouverture des frontières, qu'on nous avait vendu comme un espace de prospérité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose presque d'impropre aujourd'hui, Claude Janvier, à parler d'État profond français face à des personnes dont vous dites vous-même que ce sont des apatrides? Est-ce que l'État profond français, ce n'est qu'une excroissance de l'État profond mondial? En quelque sorte, oui, puisque cet État profond français n'obéit plus à lui-même. Il obéit à des intérêts privés extérieurs, donc à cette oligarchie financière mondiale apatride, cet État profond, ce deep state, donc anglo-saxon. Mais il en va de même très certainement pour nos voisins européens. Alors après, à des degrés divers et variés, bien sûr, mais il n'en reste pas moins que l'Europe était très intéressante à coloniser et à piller. Il fallait la mettre sous contrôle. Alors après, à la question pourquoi la France, il fallait la détruire absolument, parce que la francophonie, la langue française Oui. et l'hégémonie donc de la France à travers le monde entier, il fallait la remettre en question. Il n'y avait pas de place pour deux. Soit c'était les anglo-saxons, soit c'était la francophonie. Et évidemment, d'un point de vue anglo-saxon, il a fallu détruire la francophonie. Et Emmanuel Macron, donc le fossoyeur de la République française, a été mis là pour cela. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le rayonnement de la France, tant au niveau même intérieur, mais qu'au niveau extérieur, c'est-à-dire où est la politique étrangère aujourd'hui de la France? Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Donc, on voit bien que tout ça, ça a été calculé. Il n'y avait pas de place pour la France et les pays francophones, bien sûr, et les anglo-saxons. Les anglo-saxons ont gagné. Ont gagné parce que, ils ont gagné, parce que malheureusement, nos dirigeants ont été vendus depuis Georges Pompidou à l'empire anglo-saxon. Ils ont été vendus, ils y ont adhéré et ils s'y sont engouffrés en toute connaissance de cause. Et c'est ça le drame, que ce soit Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Jacques Chirac, etc., etc. C'est un L'État-nation, énorme malheur. C'est un l'État, grand malheur. l'État profond français, il a comme objectif de détruire l'État. On a l'impression que le serpent se mord la queue, qu'il y a une espèce de retour, d'implosion finalement. Euh, et se dire peut-être aussi que, au-delà même de la question des anglo-saxons, la France est attaquée principalement, comme la Fédération de Russie d'ailleurs, parce qu'elle est la représentation justement de l'État-nation face à un monde cosmopolite, mondialiste, qui lui privilégie bien sûr la forme supranationale. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est une lampe. Il fallait détruire aussi la France au niveau culturel. C'est fait quand on voit récemment Kermit la grenouille. Mais bon, je crois on Place l'a déjà Vendôme. évoqué. Voilà, on l'a déjà évoqué, Nicolas, dans des petites revues de Là, on presse. rappelle que Claude Janvier est en Mais effet un permanent des matinales de géopolitique profonde sur YouTube tous les lundis matins. On le lundi retrouve en matin, général à 7h30 de tôt matin. voilà, Le lundi, il ouvre la semaine, Claude Janvier, après la revue de presse, tout à fait. voilà. Mais ben oui, c'est vrai. Merci pour le rappel, Ouais. Nicolas. Après, mais ça, en France, en fait, le réel déclin a commencé en mai 68. Mais mai 68, cette espèce de révolution colorée, en réalité, n'est n'est juste qu'un coup d'État organisé et fomenté par la CIA et par les Américains. Il fallait dégager le général de Gaulle, ce qui fut fait, puisque le général de Gaulle est parti en 1969. Des gens comme Cohn-Bendit et tout ça ont été propulsés, mis là, et complètement d'ailleurs, ils ont été poussés, et les gens, la manipulation s'est opérée. Je me souviens à l'époque, j'étais un peu jeune, moi en 68, j'avais 14 ans, donc c'était
c'est un peu compliqué pour moi, mais dans les années 70, après, en ayant pris un peu plus d'âge, j'ai pu me rendre compte à tel point tous les journaux ont encensé, par exemple, Daniel Cohn-Bendit, qui est quand même, je fais une petite aparté, qui est quand même pédophile. Hein. Il a écrit dans son livre, quand même, son livre, j'ai oublié le titre, et peu importe, d'ailleurs, je ne vais pas faire de la promo pour son bouquin, il a quand même décrit qu'il n'était pas insensible au charme des petits garçons et des petites filles. Donc, c'est ce même personnage répugnant, d'ailleurs, qui est invité sur toutes les grandes chaînes de télévision, encore aujourd'hui, grandes chaînes, entre guillemets, bien évidemment. Mais pour en revenir à mai 68, c'était vraiment un coup d'État orchestré, fomenté. Il fallait dégager le général de Gaulle. D'ailleurs, le général de Gaulle qui a échappé de peu à l'époque, de mémoire, à 2 attentats, un au Petit Clamart et après l'autre, je me souviens plus bien, mais donc ça a été vraiment fait pour ça. Il fallait l'enlever et il fallait mettre effectivement à la place des présidents atlantistes et ils sont arrivés. Alors cette espèce de révolution 68 nous a été présentée bien sûr comme la révolution culturelle, philosophique, sociale, ma foi, c'est parfait. Et c'est là qu'on a eu d'ailleurs les prémices d'ailleurs des philosophes, entre guillemets, de l'époque, de Donnedieu, Bourdieu, etc., qui se sont engouffrés dans déjà cette espèce de concept de libéralisation sexuelle à outrance, programme que nous retrouvons de plus en plus aujourd'hui, parce qu'au fil des temps, ça ne s'est jamais arrêté. Je rappelle quand même qu'à l'époque, Libération a publié une tribune qui dédouanait la pédophilie quand même, hein, avec des signataires comme Simone de Beauvoir, etc., qu'on nous présente toujours comme étant, bah oui, les grands philosophes, oh là là, ben oui, Mhm. tu parles. Les grands philosophes, oui, ben on voit quoi. Donc on voit bien cette espèce de poussée encore voulue par qui? Par cette oligarchie, par les Rockefeller, par exemple. Il ne faut pas oublier que le grand-père Rockefeller, le grand-papa Rockefeller, c'est quand même lui qui a créé le planning familial international. Mhm. Quand même. Ce fameux planning familial qui nous a été présenté en France depuis les années 60, comme étant effectivement pour la femme, etc. etc. Mais au-delà de ça, ça c'est le dernier social. En dessous, il fallait commencer à faire admettre toute cette espèce de lobby pourri, pervers, tordu, qui encensent aujourd'hui cette sexualité débridée, cette reconnaissance à un bout de chou aujourd'hui qui a 4 ans, il peut choisir son sexe, etc. Et ça a été voulu aussi par Rockefeller et cette oligarchie financière mondiale, pour mieux justement délabrer nos valeurs, les valeurs de nos sociétés. Mhm. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez une société qui se dégrade, une société qui dégringole et qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, bah, c'est encore plus facile de la contrôler et de la piller, malheureusement. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Alors, ce que j'ai du mal à comprendre, il nous reste même pas 5 minutes pour conclure. C'est une question à nouveau assez dérangeante peut-être, mais j'aimerais voir comment s'articule, par exemple, vous parliez tout à l'heure de la CIA, avec les finances, avec la haute finance. Comment ça s'articule les services, tels Ah que bah les services c'est américains ou anglais ou enfin britanniques ou autres, avec les, avec les banquiers, avec les financiers. la CIA est hors contrôle, hein. La CIA a un fonds souverain qui s'appelle le fonds Carlyle. On ne connaît même pas le montant précis, mais ça chiffre en milliards et en milliards de dollars. Ce fonds Carlyle finance donc toutes les recherches en nanotechnologie, en épidémiologie, en technologie de pointe, en puces électroniques, etc., etc., et en armement, évidemment, de plus en plus de points. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'arme, en fait, l'arme ultime qu'emploient donc les financiers. En réalité, qui contrôle réellement la CIA? Eh bien, on en revient toujours à cette espèce d'État profond américain, mais qui contrôle cet État profond américain et qui en fait partie? C'est cette oligarchie financière mondiale internationale, parce que ce fonds Carlyle de la CIA, Mhm. cet argent vient bien de quelque part. Il n'est pas comme ça magiquement descendu du ciel. Donc, qui le finance? Eh bien, évidemment, on en revient toujours à cette oligarchie financière mondiale, à ces familles richissimes, Rothschild, Rockefeller. C'est pratique, en fait. Vous contrôlez toute la surface de la planète et toute la majorité de la planète, et vous avez donc les groupes, donc les services secrets, qu'ils soient d'ailleurs américains ou anglais, ou même d'autres pays d'ailleurs, qui eux font le sale boulot.
Ça veut dire avec Gates et tout ça, qui aussi font le sale boulot sous des sections différentes. Donc tout ce beau monde fait le sale boulot au profit de qui? Au profit de cette oligarchie financière mondiale qui continue à garder totalement l'hégémonie sur la majorité de la planète. Et c'est pour ça qu'il y a cette guerre insensée contre la Fédération de Russie, parce que pour l'instant, la Fédération de Russie résiste. Après, la bonne question, c'est de se dire qui va gagner. Est-ce que c'est ce monde unipolaire voulu par donc cette oligarchie financière mondiale anglo-saxonne, avec évidemment les USA, l'Europe, les anciens pays du Commonwealth, Australie, Nouvelle-Zélande, le Japon, ou est-ce que ça va être les BRICS aujourd'hui qui vont l'emporter avec la Fédération de Russie, la Chine et les pays des BRICS? Mais là encore, même si c'est les BRICS qui l'emportent, ça ne sera pas une chose aisée de faire baisser l'hégémonie de BlackRock et de Vanguard. Il faut quand même bien le garder à l'esprit. C'est-à-dire que là, il y a toujours quand même ces financiers qui potentiellement ne vont pas se laisser faire. Ils vont pas se laisser faire. Et d'ailleurs, c'est si vrai que la bourse de Moscou, je vais lui vendre une information Oui, intéressante, c'est qu'il y a un ETF. Les ETF, c'est des produits financiers hein, qui ont été oui. élaborés dans les années 90, vient de faire son entrée à la bourse de Moscou. Piloté par qui? Par BlackRock. Mhm. Donc, on voit bien, un ETF, c'est pratique, c'est-à-dire c'est un produit financier, vous ne savez pas ce que ça finance, mais les investisseurs mettent de l'argent. Et donc, à la bourse, en rouble, donc à Moscou, il y a déjà un ETF qui a été créé par BlackRock. Donc, on voit bien, attention, on voit bien qu'en coulisses, cette oligarchie financière mondiale apathique continue à œuvrer et œuvre en silence. Parce que ça, si vous ne le débusquez pas, comme moi je le fais ou d'autres, eh bien, on en entendra jamais parler, bien évidemment. Ouais, Alors, oui. une note positive peut-être pour terminer, parce que Oui, nos pauvres amis internautes, il ils vont faut dire terminer, Claude, oui. ah, le père Janvier, il est gentil, mais là, Il faut ça nous conclure, mène vers Claude. le Ouais. zéro. Voilà. Ben, ce sont des colosses, certes, mais au pied d'argile. Voilà. C'est-à-dire que tout peut changer. Le futur n'est pas écrit. Et en fait, en réalité, il faut faire circuler les bonnes informations grâce à des médias comme Radio Courtoisie, GPTV ou d'autres médias. Il faut faire circuler les bonnes informations. Rien n'est écrit, tout peut changer. Je crois et je reste optimiste sur le fait que tout peut changer. Il faut qu'une majorité de gens le décident et disent non. Personne n'est obligé d'obéir comme un seul homme à des lois liberticides et à des ordres liberticides qui seraient contre survie. Voilà, Mais cette voilà Nicolas. pieuvre a néanmoins de la ressource. Je Absolument. rappelle le livre de Claude Janvier et de François Lagarde, KA Édition, l'État profond français, c'est le tome 2. C'est toujours KA Édition, le tome 2? Non, le tome Non, 2, non, non. c'est The Book Edition. C'est The The Book Book Edition. Edition, ouais. C'était le tome 1 qui était... Le premier, c'est K Edition. Celui-là, c'est Book Edition. C'est ça. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Claude, pour la Merci, participation Nicolas. à cette émission du Libre Journal de Géopolitique Profonde du samedi matin. Je remercie évidemment aussi pour la réalisation de cette émission. Eh bien, Virginie, merci encore Virginie pour cette réalisation. Voilà, merci Claude. Merci, Nicolas. Excellente journée à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, et je vous dis à la semaine prochaine.